Bonjour Aclé. Bonjour Cyril. Moi, je suis comédien. Je suis pas manager, je suis pas coach. J'ai pas d'expérience de dirigeant d'entreprise comme toi, mais on se connaît, on a travaillé ensemble, et je te propose qu'on aborde un sujet qui est celui de l'endroit où toi tu interviens aujourd'hui. Et ce que j'ai compris, c'est le moment où le chef d'entreprise ou son entourage, parfois, sent que il y a quelque chose qui coince, ça peut plus aller comme avant, et on n'arrive pas à poser les mots dessus. Et si on n'aborde pas, il y a quelque chose de l'humain derrière, eh ben ça risque d'amener l'entreprise dans des zones dangereuses. Voilà. Alors, on va regarder cette manière de voir les choses, et puis on va aussi aborder une manière plus systémique de l'entreprise, parce que j'ai compris que ta manière de comprendre les problèmes est une manière aussi plus globale, vision d'entreprise. Est-ce qu'on est OK pour ça? On est OK Cyril. On associe souvent dirigeant, réussite. Voilà. Et parfois, cette réussite, c'est un peu comme un costume qui nous porte, une sorte de prison dorée. C'est le mot que tu avais employé. C'est-à-dire que je réussis, tous les indicateurs sont au vert, dans l'entreprise, tout va bien, on te regarde, tu as le regard social, etc. Et pourtant, il peut arriver qu'on a un sentiment de vide intérieur, voilà, un truc un peu impalpable comme ça. Tu as déjà vécu ça? Je l'ai vécu, c'est-à-dire que tout me réussissait et franchement, il y avait rien à redire et puis, effectivement, on va dire le regard des autres sur soi, il flatte, il vous flatte complètement, donc c'est génial et ça m'arrive et ça arrive à des clients qui viennent vous voir alors que tout leur réussit et ça, c'est assez étrange parce que tout vous réussit, pourquoi vous posez des questions? Vous êtes dans l'action et en fait, c'est qu'il y a eu souvent une secousse qui vous a un peu perturbé, où le sens à ce que vous faites et le pourquoi vous le faites, bah, là, vous le retrouvez plus et comme c'est un moteur, le sens de pourquoi on le fait et que c'est un moteur du quotidien, bah, vous commencez à avoir du mal à vous lever le matin et vous Et ayez parfois que c'est un passage à vide. ah, on se dit systématiquement que c'est un passage à vide pour se rassurer. Bah, toutes les secousses, c'est-à-dire qu'on se dit, on n'accepte pas en fait. On est dans une première approche, dans une forme de déni. Ah mais non, tout va bien, regarde. Et puis il y a rien dans l'entreprise nous le dit. Et parfois il commence à y avoir des signaux avant-coureurs. Et quand on vient te voir, ces signaux avant-coureurs, ils viennent de l'entreprise, c'est-à-dire de l'entourage du chef d'entreprise, ou c'est le chef d'entreprise qui vient te voir? Non, c'est souvent le directeur, le dirigeant qui porte la tête de l'entreprise, qui vient me voir pour retrouver le sens comme s'il l'avait perdu dans le square. Et sauf que c'est pas ça. Sa vraie question, en fait, c'est est-ce que vraiment ce qu'il est en train de traverser, c'est juste passager ou c'est beaucoup plus prégnant? Et souvent, c'est beaucoup plus prégnant. Et il commence à le dire avec ses mots. Et l'entreprise ne sait pas le dire, mais lui, il commence à formuler des choses qui sont intéressantes. Et puis, on travaille sur cette matière-là évidemment, pour essayer de comprendre ce qu'il vit. Et quand tu viens de voir, la situation pour lui, elle est déjà très dégradée, ou c'est le début de quelque chose? Il y a une règle? Non, souvent, c'est pas dégradé. En fait, son entreprise se porte suffisamment bien. Il n'est pas en crise. Il est en crise personnelle dans le sens où il se dit, il se passe quelque chose. Et en fait, il ne comprend pas ce qu'il est en train de vivre. Et pourtant, il le vit. Il le vit de l'intérieur, il a du mal à le comprendre. Mais il sent bien qu'il ne peut pas continuer comme ça. Il sent bien que c'est le début de quelque chose d'autre. Et ça veut dire que c'est depuis un moment que c'est comme ça. C'est depuis un moment, mais il n'en a pas pleinement conscience. Quand il prend son téléphone pour appeler nos services, souvent, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées, ne serait-ce que dans sa façon d'animer les réunions. Il voit bien qu'il n'y a plus de corde, il n'y a plus quelque chose qui le raccroche à l'entreprise. On appelle ça l'usure du sens dans le métier du coaching, mais c'est pas que ça, en fait. Le raclis, la solitude du dirigeant, bah, tu lèves les yeux, c'est inévitable, hein, ou c'est quelque chose qu'on peut éviter, qu'on peut apprivoiser? On ne peut pas l'éviter.
Elle est livrée avec la solitude, ça fait partie du package du dirigeant. C'est pas marqué sur ton contrat de travail. À un moment où tu signes, mais c'est livré avec, oui. Et c'est pas dans le diplôme. Et c'est pas dans le diplôme parce qu'il n'y a pas d'école de management qui forme clairement à la solitude. Et la solitude, elle n'est pas tout le temps là. Elle est parfois là. Et il faut vivre avec, on va dire, courageusement, sans en faire une amie, on va dire, permanente, quoi. Mais parfois, la solitude, ça peut être aussi une forme d'ivresse. On est chef d'entreprise, on est dans sa tour d'ivoire, je décide seul. Ouais. C'est pas la solitude qui donne l'ivresse. C'est le succès qui donne l'ivresse. Que ce soit dans tous les métiers, hein, le succès donne l'ivresse. Et quand on a le sentiment d'avoir réussi tout seul, on fait un peu l'amalgame entre la solitude et l'ivresse, parce qu'on sent avoir réussi tout seul, mais c'est jamais la solitude. La solitude, elle vous scie les jambes parce que vous êtes amené à prendre des décisions difficiles, souvent, qui sont pas réjouissantes. Et puis parfois qui font pas l'unanimité, vos décisions, parce que on vous oblige à trancher. Et donc c'est difficile, mais elle fait partie du package et Souvent, on lutte contre. on lutte contre. On résiste en fait à la solitude et nous on vous apprend à plus résister à la solitude justement. Pourquoi on résiste? Parce que en fait en résistant à la solitude, on va créer quelque chose de malsain au sein de l'entreprise, c'est qu'on va construire une forme de groupe pour se sentir moins seul et on va chercher à partager les décisions les plus difficiles. Sauf que si vous êtes là, c'est parce qu'on a besoin de quelqu'un qui tranche dans ces moments-là. Ça produit quelque chose de systémique. De systémique et pire encore, vous n'allez pas être aimé si vous n'acceptez pas la solitude. C'est-à-dire que vous n'allez pas être respecté parce que vous ne prenez pas finalement le fardeau que ça peut représenter, mais ce n'est pas un fardeau permanent. C'est pas quelque chose que vous portez tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu apprends la solitude que tu es un animal solitaire. Non, non, tu ne dois pas finir animal solitaire. Tu dois faire partie de ces équipes et ces managers qui font grandir leurs équipes, mais d'accepter qu'il y aura ces moments de solitude et d'accepter que en les vivant avec plus de légèreté, finalement, bah, tu vas pas prendre plaisir à la solitude. C'est pas vrai, on prend jamais plaisir à ça, mais on vit mieux avec ça. Comme le café. Comme l'amertume du café, ouais, c'est un petit peu ça. Mais qu'est-ce qui manque pour bien la vivre, en fait? Qu'est-ce qui nous manque? On y met des choses qui ne doivent pas y être. On y met des choses qui doivent pas y être. Et puis autre chose, c'est qu'on n'a pas forcément d'éléments à se raccrocher, quelque chose qui nous dépasserait. La solitude, elle nous dépasse, elle nous terrasse parfois, parce qu'on ne sait pas la raccrocher à quelque chose de plus grand que nous. Et on essaie, nous, de raccrocher ça, des symboles beaucoup plus forts, qui fait que lorsque vous vous sentez seul, bah, vous allez chercher. Et ces symboles, c'est quoi? C'est une manière personnelle de la personne qui vient te voir, de se reconsidérer dans le monde, de retrouver des racines qui lui permettent d'être autonome aussi. On va l'aider en le raccrochant dans sa culture, dans ce qui fait sa singularité, quelque chose de plus grand chez lui. Et c'est comme ça qu'il va retrouver de la force, parce que c'est chez lui, ça se passe chez lui, dans son sein, et pas quelque chose qui serait extérieur à lui. Alors, à Clé, on va parler d'incertitude. Il y a deux situations de risque, situation d'incertitude. Une situation de risque, on peut évaluer les alternatives, on peut les définir aussi, mais dans une situation d'incertitude, tous les repères ont changé, tout bouge, et évaluer une décision, et d'ailleurs peut-être même l'imaginer, devient très difficile. Et c'est à ce moment-là, tous les repères changent, et de ce que j'imagine dans ces moments-là, un chef d'entreprise, tout le monde bien sûr, mais un chef d'entreprise en premier lieu, doit réinterroger ses comportements fondamentalement, et cette capacité à se remettre en question dit beaucoup quelque chose sur ses forces, ses fragilités ou ses failles. J'agis pas. Bah, tu as fondamentalement raison sur le fait que ça le remet en cause, en fait. C'est-à-dire que ça vient le chercher. Quand il est en risque, le dirigeant, il est fort, en fait, parce qu'il sait appréhender le risque. Quand il est en période d'incertitude, c'est pas le risque, c'est l'effondrement. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Il y a eu
pleine période d'incertitude ces dernières années, entre le Covid, la guerre, etc., qui ont mis en jeu le destin des entreprises. Et donc là, c'est pas une petite décision qu'on attend de lui, c'est forcément une grande décision. Et on remet le roi sur son trône. Et on remet le roi sur son trône. Il est de nouveau en position de décider. Et il est aussi en position dans cette période d'incertitude, de se dire peut-être qu'il ne nous faut rien faire. Comme on ne sait pas. Il ne sait pas. Et en fait, ne pas savoir, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut C'est dire un premier réflexe. c'est un réflexe spontané, humain, normal. Le cerveau humain fonctionne comme ça. Nos cerveaux, quels qu'ils soient, en période d'incertitude, nous poussent à rechercher du confort. Et le confort qui est le nôtre, c'est celui de la certitude. Celui des piliers, celui où tout le monde, où on comprend ce qui joue autour de nous. D'accord, donc il ne faut pas lutter contre ça précisément. Il ne faut pas lutter. Il faut même lutter contre ce travers-là qui consiste à dire mais j'ai peur et lâcher prise. Et là, on travaille vraiment le lâcher prise en période d'incertitude. Ok, t'es pas maître du jeu. C'est autour de toi que ça se joue. Donc t'es pas maître de ce qui se joue dans À l'entreprise. ce moment-là, il y a des peurs qui émergent. Si tu dois prendre une décision ou si tu dois pas prendre une décision, c'est-à-dire la peur d'échouer, prendre la mauvaise décision, la peur de décevoir aussi. Tout ça, c'est pas la même chose. Ça se situe pas au même endroit. On a peur d'échouer. On a peur du regard de l'autre en cas d'échec. On a peur de décevoir ceux qui attendent beaucoup de nous. Et donc tout ça, ça se cumule. En fait, ça se présente devant ta porte et ça vient s'ajouter à l'incertitude. Et nous, on apprend à décongestionner ça. Parce que sinon, ça gonfle et on devient paralysé par l'incertitude. Et le travail qu'on fait, nous, c'est d'aider les gens à ne pas être paralysés en période d'incertitude. C'est-à-dire identifier ses peurs, sortir du besoin du regard de l'autre et peut-être se reconnecter à quelque chose qui permet de retrouver une forme de stabilité intérieure, l'instinct, L'intuition, peut-être. l'intuition, Ouais. et puis l'envie d'être avec les autres aussi. Oui, mais nous, ce qu'on travaille, c'est reconnecte-toi à l'intuition, parce que autant tout ce que tu as appris en école de management, dans ton parcours, ça va te servir en période de risque, mais en période d'incertitude, c'est inutile. Ce qui va te servir, c'est la capacité à t'écouter toi, sans écouter ce qu'il y a autour de toi. Ce qui est autour de toi, c'est évidemment les gens qui vont te souffler de rien faire, les gens qui vont te souffler qu'il faut agir tout de suite, vite, alors que c'est pas une histoire de précipitation à décider, c'est une justesse dans la décision que l'incertitude t'amène. Tu m'avais dit, on en avait parlé, c'est que on va pardonner plus facilement à un dirigeant une erreur dans une prise de décision que le fait qu'il n'a pas pris d'erreur. C'est vrai. C'est d'autant plus vrai quand tu es face au comité d'administration. On va te dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et si tu réponds rien, là, on va te dire, tu as manqué d'audace, tu as manqué de poigne, tu as manqué de courage entrepreneurial. Pour le manager, c'est encore plus difficile de se construire après, parce qu'il a... Ne pas agir, c'est une perte de repère aussi. Ben, ça va interroger le fait qu'il ait été un peu, on va dire, cadenassé par sa peur et qu'il n'a pas su faire preuve justement à ce moment-là de courage, mais c'est pas grave en soi. Ce qui est grave, c'est d'accepter et de ne pas accepter, en tout cas, ce qui vous arrive. Et donc les dirigeants, les comités d'administration, les investisseurs attendent de vous que vous soyez acteur de quelque chose. Dans une entreprise, j'ai envie de dire comme toute forme sociale, parce que moi je le vis aussi, il y a la fonction qu'on occupe, et puis il y a les rituels. Et puis il y a le costume qu'on nous taille parfois, puis il y a aussi le costume qu'on se taille soi-même. Et puis parfois il y a un petit peu de tout ça, tout un petit peu emmêlé. Et ça peut en venir au moment où c'est le costume qui finit par porter. Quel confort il peut y avoir à rester dans ce costume? Il y a du confort à être dans le costume au départ, très souvent au départ de la prise de fonction. C'est-à-dire que tu vas être nécessairement en hauteur parce que le costume te porte, t'embellit, flatte ton ego. Évidemment, c'est très fort et c'est une période faste pour le dirigeant. C'est quand il commence à ne vivre que son titre et à se définir au travers de son titre ou à ne penser qu'au travers du filtre de son titre que ça devient difficile. Sinon, le titre est très bien. C'est quand ce titre vient petit à petit gangréner ce que tu es profondément, ta personne,
pour ne représenter que lui-même. Il devient un masque, et on sait très bien que lorsque ça devient un masque, eh ben, on se cache derrière et on ne vit plus avec. Mais l'entreprise, moi, c'est quelque chose que je peux vivre en tant que comédien. Des fois, j'ai envie de faire le comédien, mais il n'y a rien de pire que ça. Ça donne toujours des mauvais résultats. Ouais. Dans l'entreprise, moi, de ce que je comprends, c'est que c'est aussi un milieu qui est très normé. Et j'ai le sentiment que porter le costume, ça peut durer longtemps. Est-ce que ça peut durer toujours? Ça peut durer toute une vie. On peut se réveiller le matin en ayant porté tout son costume comme on a porté un fardeau. On ne pense pas que ça pose de problème à tout le monde. On a beaucoup de dirigeants, d'accord, qui viennent nous voir plutôt en milieu de carrière parce que le costume, il est trop lourd à porter, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à s'en détacher. Ils n'arrivent plus à décoller leur fonction. Et ils savent plus ce qu'il y a derrière. Ils ne savent plus qui ils sont. Et donc, il y a une perte d'identité par eux-mêmes. Ils deviennent la fonction. Ils deviennent le DRH d'un groupe. Ça s'est passé pour toi? Ça s'est passé pour moi, ça s'est passé pour pas mal de clients. Voilà, je suis le directeur financier mondial. Ok, mais t'es toi avant tout. Enfin, tu vois. Ça peut être vertigineux, la différence de niveau. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de niveau, mais cette espèce de prise de conscience. Non, si tu veux, c'est comme si j'avais à un moment donné oublié que derrière le costume, il y avait bien un être et que celui qu'on admire et qu'on respecte, c'est avant tout l'être avant le costume. La fonction nous définit bien sûr dans l'entreprise, qui est très ritualisée, qui est très normée, mais tu disais tout à l'heure, mais on attend de toi que tu sois dirigeant. On attend de toi que tu sois pleinement dans ta fonction. D'accord? Mais est-ce qu'on attend de toi que tu sois tout le temps dans ta fonction et que quelque part tu te dépersonnifies? Il y a des phases où ça devient critique. Tout à l'heure, on parlait de l'incertitude. L'incertitude, typiquement, c'est un moment où le regard social, il disparaît. Parce que plus personne ne sait où on est, donc tout le monde, on s'en réfère à toi parce que tu es le chef d'entreprise, mais on ne te regarde plus trop, on te laisse faire, quoi. Ouais. Et comme tu es habitué de rituels et qu'il n'y a plus ces regards, il n'y a plus rien, ça peut être brutal. Alors, c'est brutal au sens où physiquement, tu vas ressentir l'absence du regard des autres, tu es tout seul, et tu vas ressentir que ta fonction ne te protège plus, ta cuirasse ne sert plus à rien. C'est bien toi qu'on attend, c'est ta certitude qu'on a envie d'entendre. Mais ça, il fait un peu l'expérience du dénuement pour arriver à ça. Ah, tu te sens complètement nu dans cette période-là. Et ça, c'est sain, quelque part, d'avoir ces périodes-là. C'est quand tu n'arrives pas à te détacher de ton costume que c'est beaucoup plus difficile. C'est quand ce costume ne te permet plus d'être toi-même. Et pour accepter ce dénuement, toi, ce que tu dis, c'est qu'il faut rattacher à quelque chose d'autre, quelque chose aussi de plus grand, les ressources intérieures. On s'identifie davantage à ces ressources intérieures. Et nous, on pense que la personne, elle a des ressources infinies en elle. On pense que ces ressources sont infinies, si tant est qu'on a envie d'aller les chercher. Okay. Et on pense qu'on peut aider les personnes à aller rechercher plus de ressources au fond d'elles. Alors, Akli, on a parlé de vide, de perte de sens, de solitude du dirigeant, d'incertitude, de peur, même de terreur, de certaines terreurs, du costume qui devient la cuirasse. Et tout ça, ça renvoie à ce qu'on appelle la déconnexion émotionnelle. C'est quelque chose que tu as vécu? J'ai vécu ça en 2012, où j'ai été obligé de me séparer quasiment de la moitié de l'effectif de l'entreprise. Et ça, c'était très difficile, parce qu'il a fallu que je me déconnecte pour accepter que la situation d'entreprise m'obligeait à le faire, mais que ça allait être difficile à vivre avec des équipes que je ne connaissais pas, très proches de moi. Et donc, c'est difficile de faire cette décision-là. Et donc, à ce moment-là, tu te déconnectes. Tu te déconnectes complètement de tes émotions. Tu les ranges et tu les laisses s'exprimer plus tard à la maison ou dans le métro, etc. Parce que tu ne peux pas vivre avec ces émotions-là. Elles sont très difficiles à vivre. C'est-à-dire que tous les managers la vivent? Tous les managers vivent des moments de déconnexion. La difficulté, c'est quand cette déconnexion, elle dure. Elle dure trop longtemps. Et là, ça pose une vraie difficulté dans la capacité à fédérer une équipe, par exemple. D'accord. Et
Et la difficulté, elle vient d'où? C'est-à-dire que l'émotion, elle est trop forte, j'imagine, parce que virer 50% de ses effectifs, c'est presque inhumain. Est-ce que c'est pas aussi une question du vocabulaire pour moi, l'émotion, c'est un vocabulaire. Moi, c'est mon travail, tout ça, et c'est aussi un vocabulaire. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans la société. On a un problème avec ça. C'est quelque chose, voilà. On doit s'y éduquer. Et dans l'entreprise, c'est un endroit où c'est difficile de s'y éduquer. Est-ce que c'est un moment où c'est nécessaire de réapprendre à mettre les émotions où elles doivent être? Il n'y a pas d'espace. En entreprise, on commence à le faire avec des espaces de discussion. Pas mal d'entreprises libérées vont mettre en place ce genre de practice managériale, mais l'émotion en général, on ne lui laisse pas sa place. Parce que la décision, on pense tous qu'elle est déchargée d'émotions. Alors que ce n'est pas vrai, tout le monde le sait que ce n'est pas vrai. Et donc, la déconnexion va poser problème lorsqu'elle commence à devenir une façon d'être permanente au sein de l'entreprise, comme un mal vécu pour les équipes. Et c'est pour ça qu'on a des équipes qui viennent nous voir en nous disant le patron, par exemple, c'est un requin, c'est un animal à sang froid, il ne parle jamais de lui. Que cette culture du dur. Il faut être dur. Il faut être dur. Est-ce qu'il faut être tout le temps dur? Il faut se poser des questions. Et est-ce que la déconnexion émotionnelle que tu peux porter à un moment donné dans ta vie, est-ce que ça doit devenir une façon de vivre? Quand ça devient une façon de vivre, ça te pose d'autres difficultés quant à l'engagement, notamment des jeunes générations qui, elles, ont besoin de sentir que tu vibres. Oui, parce que les émotions, c'est une vibration. C'est ça qui fait qu'on va t'entendre, qu'on va te suivre, qu'on va t'écouter, et aussi peut-être qu'on va accepter que tu licencies une personne. On n'accepte pas. On n'accepte pas. C'est en fait, si tu vibres pleinement ce que tu es, donc tu te déconnectes beaucoup moins à tes émotions, on va te sentir comme étant plus vrai, plus authentique, et tu vas donner envie, d'accord? Parce que ça te rend plus humain, en fait. Et l'humain, d'accord, quand c'est le patron, et qu'on sent qu'il est plus humain, ça ne veut pas dire qu'il est parfait, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas, c'est pas d'erreur, c'est-à-dire qu'il est un peu plus lui-même. Le côté vraisemblable du sens qu'il peut donner à l'entreprise est un peu plus marqué, et surtout, ça te donne un peu plus envie d'être au contact d'eux. Ok. Alors, Aklim, on fait tous des compromis, quel que soit le niveau, quel que soit le métier. Moi, je suis comédien, à un moment, je dois faire des compromis. La question, c'est quand est-ce qu'on s'arrête? Et quand est-ce qu'on prend la décision, peut-être de partir, en tout cas de mettre ça en jeu? De ce que je comprends du milieu de l'entreprise, en tout cas de ce niveau de chef d'entreprise, c'est que c'est un milieu qui est très normé. Les émotions n'ont pas beaucoup de place. C'est difficile de les exprimer, en tout cas d'en parler. Et donc, dans ce moment-là, le costume, il est très fort. Et la dissonance entre le moment où il y a une décision à prendre qui ne nous plaît pas et le moment où on se rend compte qu'elle ne nous plaît pas, où on se rend compte de l'effet que ça produit, elle peut être longue, non? Quand tu fais des compromis, on en fait tous, ça ne doit pas être tout le temps. Quand on commence à faire tout le temps des compromis avec nos valeurs, quand on commence à tordre nos valeurs, à les mettre sous le tapis, à les contraindre complètement, on finit par s'anéantir soi-même. On finit par perdre ce que nous sommes vraiment. Et ce qui est difficile dans les décisions d'entreprise, c'est quand l'entreprise, finalement, elle finit par te contraindre tellement que tu perds le sens de ce que tu fais, parce que tes valeurs, tu les as mis au sol, voire tu as marché dessus. Là, il y a ce qu'on appelle la dissonance entre valeurs et entreprise et engagement dans l'entreprise. Et là, on perd pas mal de collaborateurs, donc des dirigeants qui s'en vont, des équipes qui s'en vont aussi, parce que la demande, elle est soit mal exprimée, soit l'effort sur les valeurs, il est trop contraint. Le dirigeant, il peut partir. Moi, j'ai dans l'esprit qu'un salarié aura plus de difficultés à partir parce que précarité, tout ce que tu veux. Le dirigeant, il peut partir. C'est pas si vrai que ça.
Tu disais tout à l'heure, on peut être attaché au poste, à la fonction, au titre, au costume. Et puis, on n'est pas toujours sûr de retrouver l'équivalent. Donc, tous les dirigeants qui sont en désaccord de valeur partent pas. Les plus courageux partent au sens courage entrepreneurial, prise de risque à trouver autre chose. Mais partir, c'est vécu aussi comme, pour certains, comme une démission. Et donc, des gens vont retourner au travail, continuer à tordre leurs valeurs sans cesse. Après, ils ne se reconnaissent plus. C'est-à-dire que tu dois quand même être à un moment donné en connexion avec tes valeurs, en tout cas pouvoir les identifier. Tu parlais par exemple une démission est vécue comme un échec. Ça, c'est une valeur aussi. Oui, en fait, c'est une reconnexion à soi. C'est-à-dire que tu n'as pas les mêmes valeurs que moi. Sur certaines valeurs, tu n'as pas le même dosage. Même si on a les mêmes valeurs, tu peux... voilà. Et le compromis que je te demande de faire, il ne pèse pas de la même manière chez moi que chez toi. Et donc, on n'est pas égaux devant le compromis. Et donc, on ne vit pas la même chose. Et donc, un dirigeant qui est contraint par le fait qu'on torde ses valeurs en deux, parce que son comité de direction lui demande de faire, on va dire, de prendre des décisions qu'il ne souhaitait pas forcément prendre, finit par être dans le malaise si c'est régulier, si c'est constant, voire si l'entreprise est totalement désincarnée. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut remettre en jeu son poste, il faut exprimer ce malaise. Ah là, il faut avoir l'audace de l'exprimer, il faut avoir le courage de comprendre ce qui se joue, et il faut écouter le mal de ventre, ce que peu de dirigeants font. Écouter le mal de ventre, c'est écouter que le fait de tordre nos valeurs en deux, d'accord, finisse par créer ce qu'on appelle l'usure du manager, et on finit par être un combustible. C'est-à-dire qu'on vous prend, on vous jette, on en met un autre qui va accepter le compromis. Et tu perds de la clarté, j'imagine. Il y a des solutions possibles. On t'impose une solution et tu dis, il y a peut-être quelque chose d'autre, mais j'ai tellement peur. Tu perds en clarté, tu perds en légitimité. C'est bien plus grave. C'est-à-dire que ta propre légitimité est remise en cause. Tu te sens même plus légitime au poste qui est le tien. Parce que c'est normal. Ton poste, il repose sur les valeurs qui t'ont fait naître. Donc, si tu détruis les valeurs qui t'ont fait naître, tu te sens pas forcément à ta place. Mais pour retrouver cette liberté, il faut quoi? Il faut faire œuvre de pédagogie. J'imagine que faire œuvre de pédagogie, c'est faire œuvre de pédagogie aussi auprès des actionnaires, parce qu'ils ne sont pas dans la même temporalité. Difficile, ça. Bien sûr, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dialoguer, mais il ne faut pas le garder pour soi. Le collaborateur, le manager va garder pour lui le fait qu'il contourne, voire qu'il écrase complètement ses valeurs. Et c'est là où c'est difficile. Ne le garde pas pour toi. Partage-le avec l'entreprise, avec les dirigeants. Ça veut dire que ça, il va falloir qu'il l'accepte des autres. Oui. Toute l'entreprise va devoir fonctionner comme ça. Oui. Oui, c'est pour ça qu'il y a des espaces où il va falloir accepter de partager plus. Ok, merci. La clé, dans les phases de crise dont on a pu parler, il y a un moment où il faut admettre, reconnaître en tout cas que quelque chose a été cassé, pas respecté, pas reconnu, ou flotte à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui rend ce constat difficile? L'entreprise, c'est pas toujours simple. Et donc, accepter, en tout cas reconnaître qu'on a été blessé au plus profond de soi, c'est reconnaître que ce que nous sommes va prendre des coups et que les parades, les masques qu'on a portés n'ont pas suffi à nous protéger complètement. Et du coup, accepter que même en entreprise, on est pleinement soi, qu'on le veuille ou non, et qu'on peut être écorché. On est pleinement soi, qu'on le veuille ou non. Ouais, qu'on le veuille ou non. On peut s'habiller. C'est déjà énorme de le reconnaître. C'est déjà une belle partie de la guérison que de reconnaître qu'on a quelque chose à réparer là-dedans. Est-ce que tu peux me parler d'un moment où toi, tu as dû admettre que
personne n'allait t'aider. Parce que dans ces moments-là, on est seul. Et il faut admettre, il y a un passage où il va falloir admettre que personne ne va pouvoir t'en sortir que toi. Tu es dans ta faille et tu es le seul à vraiment connaître la faille. Alors, tu m'as parlé d'un épisode à l'hôpital, hein, comme ça. C'est toujours dur d'en parler, hein, parce que ça te fait revivre, c'est difficile. Mais en fait, moi, j'avais 36, 37 ans. Je suis à l'hôpital. Sans le raconter en détail, je suis à l'hôpital et mon voisin de chambre, c'était un inspecteur de police. Et, et l'inspecteur de police et sa femme sont là, en voisin de chambre. Et on dit à l'inspecteur de police, tu dois sortir, on a quelque chose à annoncer à M. Becca, tu vois. On a quelque chose à dire à Ackley. Dès lors qu'ils font sortir mon voisin de chambre, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir me dire qu'ils ne pouvaient pas dire devant lui, tu vois. Et là, on t'annonce qu'on ne va peut-être pas pouvoir te sauver, que t'as un diagnostic vital sur toi, tu vois. Alors, la faille, c'est pas ça, hein. La faille, c'est quand tu vis ça en pleine tête, c'est tout ce que tu n'as pas fait, que tu n'as pas pu réparer, tout ce qui a été finalement pour toi mis en suspens. Là, ça te saute en pleine tronche. Donc, t'as peur de mourir, t'as peur de partir, et deux, il y a ces failles béantes que t'as pas pu réparer qui s'offrent à toi. Et ça veut dire quoi, se réparer? Concrètement, c'est quoi? C'est se relier à retourner à des racines? En fait, dans ce qu'on appelle la réconciliation, ce qu'on appelle la réparation au sens tikkun du terme, ce qu'on appelle le tikkun, c'est de se dire je dois réparer quelque chose qui est natif de mon parcours, et cette réparation, elle s'impose à moi pour aller plus loin, plus haut, et pour aller vers de plus belles choses. Et c'est une étape. Et accepter l'étape devant nous, c'est un gros effort. Et la dépasser, on en est tous en mesure, d'accord ? Parce qu'on a commencé par accepter que c'était une étape importante pour soi. Donc tu amènes les personnes à se réconcilier. Ça ne veut pas dire être OK avec tout ce qui s'est passé dans leur passé, mais se réconcilier, reconnaître ses racines. Un langage qu'ils ont pu avoir, qui peuvent changer, Bien sûr. qui était le leur. Oui, mais dans les racines, il y a deux choses. Il y a les racines dont on ne veut plus, ça s'appelle le conditionnement social. Et puis il y a les racines qui sont nobles et avec lesquelles on essaie de prospérer, tu vois. Et se reconnecter à soi, c'est se reconnecter finalement à tout ce qui a été autour de soi comme vecteur de votre santé mentale, vecteur de ce que vous êtes devenu, de votre identité. Et donc, il y a plein de belles choses dans votre parcours. Et se réconcilier à soi, à ses valeurs, c'est réparer quelque chose qui a été cassé par l'entreprise parfois. Des fois, c'est pas l'entreprise, mais c'est quelque chose qui a été cassé. Et en fait, c'est un cadeau. Faut grandir. C'est un cadeau pour grandir. C'est jamais vécu comme un cadeau quand ça vous tombe dessus, hein, mais ça devient un cadeau après, parce qu'on sent que c'est un pied d'appui pour grandir demain, oui. Alors, Ackley, dans la démarche spécifique que tu as créée, tu as recours à des textes, tu m'as dit, de la tradition ou des traditions, des textes philosophiques aussi, des écritures anciennes, etc. Et tu m'as expliqué, pour moi ça paraissait quelque chose, waouh, on va loin de l'entreprise, mais tu m'as expliqué aussi que, en fait, quelque chose que j'ignorais, c'est-à-dire que le management, au départ, les textes sur le management, ils ont été pensés à travers beaucoup de ces textes. Tu m'as parlé de Marc Aurèle, tu m'as parlé de même l'Ancien Testament, des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant pour moi. Et tu m'as parlé, par exemple, d'un mot que tu emploies beaucoup dans le travail que tu fais avec les personnes que tu accueilles, la Emouna. Qu'est-ce que c'est? Alors, la Emouna, c'est la foi, mais pas la foi au sens religieux du terme. C'est la foi au sens de ta capacité à croire, d'accord, dans l'incertitude, ta capacité à agir et à avancer, même si tout n'est pas limpide et évident. Et donc, se raccrocher à la foi et décider à agir. Si je crois vraiment en ce que je fais, je vais agir. Notre pratique chez Valera, c'est pas du tout de faire retourner les gens dans la foi au sens
mystique du terme, c'est simplement justement rattraper les gens au sens de remettre du sens dans ce qu'ils font et croire en vous, c'est déjà un acte de foi. La Emouna, croire en soi, croire en l'univers, la grande conscience, la réalité. On peut croire en plein de choses, c'est pas ce qui est important. Mais c'est-à-dire qu'en fait, toi, quand tu parles de retrouver sa foi, on n'est pas dans la méditation, on n'est pas dans la... Il n'y a pas d'expectative, on n'est pas dans la réflexion. C'est-à-dire qu'il faut que tu agisses. Le fait que tu agis fait que tu existes, fait que tu valides quelque chose. Et la foi s'appuie sur une validation d'actes. Ça va te servir à valider ton acte, mais ça va servir surtout à le déclencher. Et nous, on travaille beaucoup sur le déclenchement. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens, des managers qui décident et qui y vont, et d'autres qui vont beaucoup réfléchir, beaucoup penser, beaucoup ruminer, sans jamais agir, et qui vont rester dans l'immobilisme? Qu'est-ce qui sépare ces individus qui vont rester dans l'essentiel, donc qui vont agir parce qu'ils savent que quelque part ils sont accrochés à quelque chose qui les dépasse, et qu'est-ce qui fait que certains vont simplement repenser le monde, réfléchir le monde, sans jamais être acteurs de ce monde. Il t'a dit accrocher à quelque chose qui les dépasse. Ça, c'est de l'ordre, on va pas dire de la religion, mais une sorte de religiosité. C'est-à-dire quelque chose, sa religiosité intérieure. Si tu veux, moi, j'essaie de débarrasser les fonctions théologiques du rituel Oui, on parle pas pour aller vers le spirituel. Et le spirituel, c'est évidemment quelque chose qui vous dépasse. Je ne sais pas ce qui te dépasse, je ne sais pas ce qui va t'ancrer. On va partager et je vais finir par comprendre ce qui te rattache finalement à quelque chose de plus grand, et on va travailler là-dessus pour te permettre d'aller plus loin. D'accord ? Donc, on accueille tout le monde, évidemment. D'accord ? Sectaire, au contraire, on ouvre cette foi à tout le monde. Et si on parle de Emouna, de foi, c'est pour permettre aux gens de dire que ce qui fait leur vie en entreprise, c'est ce qu'ils font tous les jours dans l'entreprise, c'est les actes qu'ils posent dans le process de l'entreprise, mais aussi des actes qu'ils posent dans les relations avec les autres. Et comment finalement ils mettent un peu d'eux-mêmes dans chaque décision. Comment ils mettent un peu d'eux-mêmes dans les grandes décisions de l'entreprise. D'accord. Tu m'as confié, un peu avant l'interview, que l'humilité, pour toi, l'apprentissage de l'humilité dans le milieu professionnel, hein, tout ça, ça a été un long parcours. Il a fallu l'apprendre. Oui, Voilà. parcours. Et je voulais savoir, est-ce que la parole, ça a été pareil? Est-ce que tu as eu rapidement conscience de ce qu'était le pouvoir des mots, la force des mots? Ou est-ce que tu as dû l'apprendre? Je suis né dans le silence. Je suis né dans le silence. Je suis arrivé, voilà, je parlais pas la langue, je comprenais pas la langue. J'avais 8 ans. On est en 1980, pour te situer, tu vois, on est en 1980. Je suis dans une petite bourgade du nord de la France et je connais pas la langue. Autour de moi, tout le monde parle français, pas toi, pour d'autres, tu vois, et je comprends pas ce qui se passe autour de moi. Et donc j'ai un mauvais réflexe, à ce moment-là, je me mure dans le silence. Dans le silence, en classe, je ne parle pas. Personne ne connaît le son de ma voix, je peux pas m'exprimer, je peux pas dire, j'ai pas les outils. Et donc, malheureusement, je reste longtemps dans le silence. Et donc, j'observe, j'essaie de comprendre et je vois autour de moi des gens qui maîtrisent les mots, qui savent convaincre avec peu de mots. Je vois des gens qui ont un usage habile des mots. Et ça me bouleverse parce que je me dis, avec très peu de choses, tu peux faire passer des messages. Et ça me fait évidemment grandir, ouais. Et t'as souvenir d'une personne qui t'a particulièrement bien parlé, on va dire? Il y en a eu plein. Il y a eu dans classe primaire, mais même un peu plus tard au collège, un prof qui me dit t'es fait pour ça. T'es fait pour les langues, t'es fait pour la philo. Il y a quelque chose en toi. Et moi, je ne me reconnaissais pas là-dedans. Je pensais que j'allais faire des maths, des sciences, je vais aller toucher au matériel.
Et lui, non, il me dit, non, non, t'es fait pour ça, la philo, ça te porte, t'as quelque chose, t'as des choses à dire. Et ça m'a marqué à vie, quoi. Et ça m'a réconcilié plus tard, 20 années plus tard, avec le poids de la parole et la valeur qu'on peut donner à chaque mot. Et les textes. Et les textes. Tu m'avais dit que tu es devenu amoureux de la philosophie, t'as beaucoup lu. Dieu que j'ai lu, ouais. Dieu que j'ai lu, et au sens parcouru, et au sens fait un bout de chemin grâce au livre, grâce à la philo. Et après, tu as fait du commerce. C'est un autre usage des mots. Le commerce, c'est un usage immédiat des mots. C'est comment être percutant tout de suite. Donc, il ne s'agit pas de trop parler, il s'agit d'être percutant et de ne pas user l'autre en face. Donc, c'est un autre apprentissage beaucoup plus efficient. Ouais. Et aujourd'hui, tu reviens presque à ta position d'origine, mais en conscience et volontairement, c'est-à-dire l'observation et puis le silence. L'apprentissage, aider les autres à trouver leurs mots. Aujourd'hui, j'apprends à des dirigeants à parler moins. Pour ceux qui parlent trop, en général, ils parlent trop, tu vois. Voilà. J'apprends à des dirigeants aussi à être plus percussifs, plus impactants. Ah, ils viennent me voir pour ça. Hein. Ils viennent, je veux être plus impactant dans ce que je dis. Dis comment je peux faire. Eh ben, je leur dis, parle moins. Alors au début, ils me disent, non, mais je veux apprendre à parler mieux. Je dis, ben, commence par parler moins. Et puis après, tu verras que par évidence, chaque mot construit la réalité des gens qui t'écoutent. Et donc, si tu es dirigeant d'entreprise, l'équipe qui t'entoure va construire sa vision d'entreprise au travers de ce qu'elle entend de toi. Parce que ça veut dire que la plupart n'ont pas conscience de l'impact de la parole par rapport aux autres, mais pour eux-mêmes. Du pouvoir émotionnel, du pouvoir destructeur. Bien sûr, tu t'en doutes. Je pense que les gens, ils ont conscience que leur parole a une portée. Ils n'imaginent pas à quel point. Ouais. D'accord ? Et ils n'imaginent pas à quel point les gens en face d'eux les écoutent plus attentivement que ce qu'ils pensent, parce qu'ils créent, à partir de ce qu'ils captent dans l'entreprise, ils créent leur propre façon de voir l'entreprise. Et donc, il ne faut pas se tromper dans les mots. Et donc, il faut un peu de justesse et de proportion dans les mots. Ouais, et si tu crées ton propre cosmos, je ne sais pas si c'est le long terme, ça peut devenir un piège. Hein. C'est quelque chose qui se nourrit de lui-même. Donc, réapprendre le silence, le retrait. Le retrait, on le pratique dans les retraites silencieuses, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. Non. Nous, chez Vaira, pas du tout. Nous, on essaie de mettre en pratique le silence dans l'entreprise. Par exemple, de commencer les réunions avec une minute de silence. Non pas pour rendre hommage à qui que ce soit, simplement pour dire aux gens, pendant la rencontre, économisez vos mots. Soyez plus juste. Ne cherchez pas à meubler. Et ça a un impact émotionnel forcément énorme, tout ça. Quand tu démarres tes réunions par du silence, je peux te dire que ça donne une autre tournure. C'est quelque chose de systémique. Ça devient systémique, parce que tout le monde commence à... Ça vient toucher tout le monde. Dans qu'est-ce qui se joue pour toi quand c'est le silence. Il y en a plein, par exemple, qui veulent tout de suite parler. C'est-à-dire qu'ils vivent la minute de silence comme quelque chose de lourd, quoi. Il manque que je parle, quoi. Mais non, t'as pas demandé de parler. Et ça, c'est enseigné dans toutes les spiritualités. On apprend le silence comme une vertu. Ouais. Alors, Akli, on arrive à la fin d'interview. On va parler d'un livre. C'est un livre que tu as commis, qui s'appelle « L'entreprise éveillée ». Alors, l'entreprise éveillée, moi, je suis comédien. Ça fait un peu New Age. On a parlé déjà de management libéré, de plein de modes de management qui sont que je ne connais pas. On voit les limites quand même aujourd'hui de toutes ces approches. Hein. Tous les jeunes qui n'adhèrent plus au fonctionnement des grandes entreprises, surtout des entreprises en manière générale, qui cherchent du sens, qui vont ailleurs, qui vont plus de la même manière au travail, etc. Là, on a l'impression de partir un peu dans le mystique. Et pourtant, tu m'as expliqué aussi que
En fait, c'est le contraire. Tu me dis, Cyril, tu sais, moi, j'ai fait mes classes. C'est-à-dire que je suis allé à l'école, on m'a appris le management, etc. Et en fait, moi, tout ce que j'ai fait, c'est de revenir à la source du management. Tu peux m'en dire plus? C'est exactement ça. Quand j'écris un livre, je me dis, putain, tu vas pas rajouter un énième livre dans les bibliothèques des managers, l'entreprise éveillée, est-ce que c'est porteur vraiment, est-ce que ça sert quelque chose? Et en fait, en écrivant, je me suis rendu compte que ça servait quelque chose autour de la réconciliation. Tu disais très bien, le livre de management, l'école de management, euh, c'était la source de mon travail. Et, et tous les accompagnements qu'on peut proposer à une entreprise, je l'ai, complètement assimilé et je m'en suis servi comme base de travail. Donc, je n'enseigne pas l'ésotérisme ou la spiritualité. Pour ça, c'est pas du tout le propos. C'est en partant de l'école de management, c'est comment je fais atterrir des notions vertueuses dans le réel des managers, dans leur vie de tous les jours. Et donc, ce livre, il n'a pas vocation à être un énième outil. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, c'est pas un livre-outil. Il n'y a pas de fiche outil à l'intérieur. C'est un livre qui veut permettre aux gens qui ont des valeurs, du sens, euh, de les aider à mieux exprimer, à mieux dire et se dire, et à apporter quelque chose de plus grand à l'entreprise que ce qu'ils sont. Et j'essaie d'ouvrir en tout cas cette porte nouvelle-là pour essayer de construire une approche différente de c'est quoi être leader, c'est quoi être manager aujourd'hui. Donc, à chaque fois que tu dis, on a besoin de remettre du sens, toi, ce que tu dis, oui, on a besoin de mettre du sens, mais du sens, c'est pas des mots, c'est pas un slogan ou autre chose, c'est d'abord être juste soi-même, et soi-même, on fait sens. Il faut avoir foi en ça. Ben oui. Ben, les managers, ils viennent te voir, ils disent oui, on me dit que l'entreprise n'a plus de sens, que le sens s'est perdu, il faut que j'en remette. Et ils viennent me voir comme si j'avais des outils miracles pour remettre du sens dans l'entreprise. Moi, j'ai pas d'outils miracles. Ça n'existe pas, ça. Je leur donne pas d'outils. Je leur dis, mais pourquoi vous êtes plus pleinement vous? Est-ce que vous sentez que vous êtes pleinement vous? Ah non, je suis pas pleinement moi. Eh ben, je donne, en tout cas, non pas des outils, mais des grandes figures, des textes et des symboles qui permettent de raccrocher à comment je peux être pleinement moi dans mon contexte professionnel. Donc, en fait, toi, ce que tu as fait, c'est, tu n'as pas fait quelque chose on va dire d'original. C'est-à-dire que tu as repris le fil de ce qu'on connaissait et tu l'as vraiment tiré pour aller au début. Et tu dis qu'on n'a plus le choix. On est poussé dans nos retranchements. Tous les dirigeants d'entreprise sont poussés à quelque chose, à se révéler. Et donc, tu disais, je tire le fil de c'est quoi l'école de management? Et en même temps, j'enlève un voile. C'est-à-dire que je révèle ce qu'il y a toujours eu, en fait. Et en révélant ce qu'il y a toujours eu, je permets à des gens de se lire et de se dire autrement. Et si on devait appeler ça une sorte de pacte de réconciliation avec soi, et éveiller les gens, c'est pas simplement, on va dire, ésotérique, on les emmène très haut. Je veux pas faire des managers qui soient des moines tibétains en haut d'une montagne. Je veux des managers ancrés sur leur quotidien de dirigeants, d'accord, mais qui soient portés par quelque chose qui les dépasse un petit peu, qui les fasse grandir, pour que leur fonction de manager aide autant les équipes qu'eux-mêmes. Et donc, ça permet de reconnecter à quelque chose de bien plus grand et de plus fort qui a toujours été là. Et faire évoluer l'ensemble de l'entreprise, alors. C'est presque une autre vision de l'entreprise, hein. Une nouvelle vision de l'entreprise. En tout cas, c'est une nouvelle manière de la vivre, l'entreprise. Ok. Est-ce que maintenant, on est à la fin, est-ce que tu aurais un mot à rajouter? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Le mot de la fin. C'est difficile de clôturer, mais en fait, le mot de la fin, c'est, je vais le dire à tout le monde, tous les managers, tous les gens qui peuvent nous lire, nous écouter, on va tous mourir. On va tous mourir. Mais prenons le temps, d'accord, dans ce qui nous reste à vivre, de le vivre autrement, et remettons un petit peu
de paillettes au sens d'étincelles dans ce qu'on est amené à vivre, y compris en entreprise, parce que c'est devenu évidemment nécessaire. Puisse l'humour nous submerger. Puisse nous dévaster, ouais, ça c'est moi. Merci Akli. Merci à toi, Cyril. Merci pour cet échange. Super.